Donc cette seconde table ronde, elle va servir à vous présenter les enseignements issus des différentes études menées dans le cadre du projet Estran. Alors, juste avant de commencer la table ronde, on va vous proposer une petite pastille vidéo. Donc, on va essayer comme ça de ponctuer toute la journée. Alors, ce sont des vidéos qui ont été réalisées par Sylvain Huet de l'association Télé d'ici. Donc, Sylvain, là-bas. Qui sont des portraits d'acteurs et d'actrices du territoire qui travaillent sur le patrimoine maritime bâti. Donc, ce sont des témoignages sur différents sujets. Donc là, on vous propose d'en visionner un sur l'ostréiculture. J'ai connu l'ostréiculture toute ma vie, puisque mes grands-parents, d'un côté comme de l'autre, ont pratiqué l'ostréiculture. Des oncles, des tantes, des cousins. J'ai été immergé dans l'ostréiculture toute ma vie. Donc j'ai cessé mon activité il y a, 7 ans, je crois. J'ai eu 3 enfants. Qui n'ont pas souhaité prendre la suite. Celui qui a repris mes parcs, c'est le monsieur qui arrive en face avec son bateau là. J'ai de la nostalgie par moment. J'ai de la nostalgie, mais je dois avouer je suis passé certainement au bon moment aussi. Hein. La petite cabane que l'on a vue en bas, elle servait, c'était l'ancien chantier, hein, mes parents ont commencé là. Ah, des bassins, ce sont des réserves, c'était des réserves de stockage pour les huîtres, réserves de stockage ou réserves d'eau pour pouvoir alimenter les pompes au moment des basses mers. C'est pour ça que je vous dis que les bassins sont liés à du bâti ostréicole, par exemple. Hein. C'est la trace, hein, c'est une trace de l'ancienne activité. Hein, comme les murets dans la campagne, hein, qui étaient là en coupe-vent et qu'on a enlevé et puis qu'on regrette d'avoir enlevé. Moi, je trouve que même les anciens bassins ostréicoles en pierre, c'était la trace d'une ancienne activité. Faut pas tout raser, hein, ça fait partie de notre histoire. Hein. Alors c'est assez compliqué de mettre tout ça en valeur, mais au moins de les garder, d'en garder la trace. Hein. Les premiers bassins qui ont été faits, c'était une construction quand même, c'était de la pierre sèche. Donc les ostréiculteurs construisaient 2 murs et entre les 2 murs mettaient de la vase. C'est ce qui faisait l'étanchéité des bassins. Les anciens bassins qui étaient faits en pierre, bien sûr, se dégradent avec le mauvais temps. Hein. Les algues poussent dessus, les pierres sont... Voilà, c'est devenu moins solide, mais bon, il y a des traces. Je sais que quand on va au Guilvin, il y a la trace du bassin de ma grand-mère. Il y a encore, on devine l'endroit, même si c'est plus comme avant. Mais... Près du bourg, il y a eu des bassins qui ont été détruits. On a mis un port de plaisance à la place. Mais bon, ça faisait partie de... Si on regarde des vieilles cartes postales, on voit autre chose. Hein. Faut pas aller trop vite. Faut pas aller trop vite. Alors, je vais commencer par introduire... alors, je n'anime pas la table ronde, hein, c'est Elena qui le fait, mais je vais juste vous dire un petit mot sur l'émergence de ce projet de recherche voilà, qui nous réunit ici, dont on va vous présenter un certain nombre de résultats. Pas vraiment des solutions. Hein, les chercheurs apportent rarement des solutions, ils posent beaucoup de questions et ils tracent des pistes, des orientations, ils vous donnent des éléments de discussion, mais ce ne sera pas forcément des solutions. En fait, j'ai participé il y a à peu près 4 ans à un forum de ce type-là qui a été organisé par le parc et qui venait
clôturer un peu la phase d'inventaire. Et à ce moment-là, je devais faire un propos conclusif. Et ce dont on s'est aperçu, c'est plusieurs choses. Pour continuer à faire vivre ce thème patrimoine maritime bâti, une fois qu'on a fait l'inventaire, c'était quand même particulièrement compliqué. C'était particulièrement compliqué, et je reprends un peu ce que vous avez dit à la fin sur le manque de moyens pour des travaux. En fait, le premier constat, c'est qu'on a des moyens pour faire des inventaires, et au moment d'agir, on n'en a plus beaucoup. Voilà. Ou en tout cas, il faut aller les chercher, les identifier, mais il y avait un réel problème à ce moment-là. Donc il y a une articulation connaissance-action qui est un peu difficile. Et donc l'un des moyens qu'on a trouvé pour faire vivre ce sujet, c'était effectivement, avec l'équipe du parc, de monter un projet de recherche-action où on savait à peu près où trouver un financement. Et ça a permis de faire vivre ce sujet, mais le problème des moyens reste bien là. Donc ça, c'est une réponse transitoire. C'est l'un de façon très pragmatique, c'est quand même l'une des raisons d'être de ce projet. L'autre raison d'être, c'est que pour agir, le parc se heurtait à des questions sur lesquelles il n'avait pas de réponse. Première question, 1258 éléments de patrimoine. Qu'est-ce qu'on choisit de conserver? Qu'est-ce qu'on laisse à l'abandon? Qu'est-ce qu'on abandonne de fait? Et là-dessus, les réponses, elles ne sont pas simples du tout. Donc, qu'est-ce que la recherche peut dire sur ce sujet-là? Deuxième question, sur la façon d'agir, on est face à un problème, c'est qu'un certain nombre de ces éléments sont sur le domaine public maritime. Donc, comme ça a déjà été dit, à partir du moment où un bien a perdu son usage pour lequel il a une AOT, normalement, il doit être démoli. Ça, c'est ce que dit la doctrine, c'est ce que dit la loi. Voilà, c'est la renaturation du domaine public maritime. Or, ça pose des problèmes parce que, démolir des moulins à marée, etc., vous savez bien que ce sera, c'est pas forcément souhaitable. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'entendre, construire des accords, un peu dans les interstices de la loi. En tout cas, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire en tenant compte de questions éventuellement renaturation du domaine public maritime, mais aussi d'attachement, de patrimoine, etc. Et ça, comment on se met d'accord, c'est une question complexe. Dans quel cadre juridique on le fait, ça pose aussi des questions complexes. Et là, l'idée, c'était que la recherche apporte des éléments tout en accompagnant un travail d'action par le parc. Donc le projet, il a été structuré au départ en 3 volets. En fait, on en a retenu que 2. Un volet qui est travaillé sur la valeur des patrimoines, de façon à dire quels critères il faut considérer à l'heure de faire des choix, qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on abandonne. Donc vous allez avoir toute une partie, par exemple, sur des éléments de la valeur qui ne sont pas forcément évidents au premier abord, sur qu'est-ce que ces éléments apportent en termes de biodiversité, en termes d'écologie, en termes d'histoire de l'art, etc. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, c'était comment agir compte tenu de ce contexte de menace et de ce contexte légal un peu particulier. Et puis, dans un contexte qui est quand même très particulier, qui a été aussi évoqué ce matin, qui est la montée du niveau de la mer. Le troisième volet, c'était qu'on avait imaginé, et je le cite parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on l'a abandonné. On avait imaginé faire une sorte d'outil d'aide à la décision, partant de là, en se disant on va rentrer un peu les critères dont il faut tenir compte, de choix, et puis on va les mettre dans un outil d'évaluation multicritères qui nous permettrait de dire ça, il faut prioriser ça plutôt que ça. Ce n'était pas très compliqué à faire, mais on ne l'a pas fait. Parce que c'est le genre d'outil qui peut être utilisé de façon très... on vous sort un résultat et puis on vous dit c'est ça qu'il faut préserver. Or, ce dont on s'aperçoit sur le terrain, c'est que ce qui fait qu'il y a des actions de préservation, c'est avant tout que des gens se mobilisent avec passion, avec envie, et que ça passe bien avant un certain nombre de critères. Alors ces critères, ils sont... ce qu'on a essayé, c'est de faire ressortir à quoi il faut penser à l'heure de faire des choix. Mais de là à les mettre dans un outil d'évaluation, c'était un peu plus compliqué. Donc vous allez avoir plusieurs présentations qui peuvent vous paraître un peu disciplinaires, parce qu'effectivement, là, vous avez une brochette de disciplines qui est
de disciplines variées, écologie, géographie, histoire de l'art, droit, écologie. Moi, je suis économiste. Autant vous dire que je ne connais rien au patrimoine. Enfin, je n'y connaissais rien avant ce projet. J'essaierai de justifier ma présence quand même. Mais en fait, ces disciplines, on a fait des travaux qui peuvent paraître disciplinaires, mais qui ont été articulés autour de 3 questions qui sont vraiment interdisciplinaires, qui sont la question de la patrimonialisation. Qu'est-ce qui fait qu'un objet est reconnu comme un patrimoine? La hiérarchisation, donc qu'est-ce qu'on choisit? Et là, on va convoquer plusieurs disciplines. Et l'action publique. Et dans l'action publique, il y a des questions de droit, il y a des questions de mobilisation des acteurs, il y a des questions de comment on se met d'accord, etc. Voilà. Donc, je laisse la parole à Mahogan qui va commencer notamment sur la question de la patrimonialisation. Bien, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors pour ma part, j'ai travaillé avec 7 étudiants du master restauration et réhabilitation du patrimoine bâti et des sites de l'université de Rennes 2. Et nous avons abordé la question du patrimoine bâti maritime sous l'angle donc de l'histoire de l'architecture, de l'histoire du patrimoine, de la patrimonialisation, de la conservation et de la restauration. Alors, nous avons mené 3 études. Alors, la première a porté sur la patrimonialisation générale de ce territoire qui correspond aujourd'hui au périmètre du PNRGM. Donc, comment ce territoire a fabriqué son patrimoine bâti, tout type et toute période confondus, au fil du temps, mais plus particulièrement en commençant en 1840, c'est-à-dire à l'occasion donc de la première liste des monuments historiques. Alors, je vais être très rapide et très caricaturale sur cette première étude. Globalement, ce que l'on peut dire, c'est que ce territoire suit le grand schéma de patrimonialisation nationale, avec, dans un premier temps, un intérêt pour le monumental, donc des édifices qui ont un aspect monumental et une portée nationale. Donc on pense évidemment ici au château de Sucigno, ainsi qu'à l'église de Saint-Gildas-de-Ruisse, qui ont été classés dès 1840 donc, sur la liste des monuments historiques. Alors, par la suite, donc, on va avoir un glissement progressif vers d'autres types de patrimoine. Ah oui, je n'ai pas cité également la cathédrale de Vannes, qui, elle, a été classée en 1906, toujours dans cette catégorie du grand patrimoine historique et monumental. Alors, donc, glissement ensuite vers du patrimoine moins monumental, avec un aspect plus régional. Cela dans le cadre en fait de pressions liées à la modernisation après déjà dès l'entre-deux-guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale, ou aussi à partir des années 1980 un élargissement qui va se faire en lien avec la décentralisation culturelle de la part donc, de l'État, avec notamment l'action des DRAC, et puis aussi la déconcentration, la déconcentration culturelle de la part de l'État, voilà, et puis la décentralisation culturelle, cette fois de la part de l'État aussi, mais qui signifie évidemment autre chose, c'est-à-dire dans ces cas-là, remettre certaines clés aux collectivités territoriales notamment. Alors, donc là, on va avoir de ce fait, à cette occasion, une évolution des initiatives en matière de patrimoine ainsi que de la gouvernance en matière de patrimoine, ce qui va provoquer un glissement finalement vers un peu du tout patrimoine, puisque désormais, tous les types d'héritage peuvent devenir du patrimoine, de la cathédrale à la petite cuillère, ainsi que l'avaient dit André Malraux et André Chastel,
à la fin des années 50, quand ils ont, surtout pour André Malraux, pris la tête du ministère des Affaires culturelles. Alors, ce territoire, donc, il va suivre ce grand schéma national. Il va s'emparer au fur et à mesure du temps aussi de tous les dispositifs patrimoniaux qui vont être inventés, créés par l'État notamment. Alors parfois de manière précoce au niveau national, puisque le secteur sauvegardé de Vannes, par exemple, a vu son premier périmètre mis en place en 1966, ce qui est précoce puisque le secteur sauvegardé a été inventé en 1962. Donc on est sur l'un des premiers secteurs sauvegardés français. Et puis on a aussi parfois des dispositifs qui vont être activés de manière précoce par rapport au niveau régional, comme le label Ville d'art et d'histoire de Vannes, donc qui est activé en 1999 et qui se transformera, comme on le sait aujourd'hui, en pays d'art et d'histoire. Alors, donc, des dispositifs qui sont généralement bien appropriés sur ce territoire. Et puis, on a aussi quelques caractéristiques. Donc, avec... je ne vous étonnerai pas en le disant, une prédominance des mégalithes, de ce patrimoine-là dans le discours, dans la fabrication du récit patrimonial de ce territoire. On a aussi un territoire qui s'empare de manière assez importante du dispositif de la loi du 2 mai 1930. Donc là, c'est une loi qui va permettre de protéger des sites ayant un caractère historique, pittoresque, scientifique, etc. Donc des sites qui en fait peuvent comprendre du patrimoine naturel et du patrimoine bâti. Et c'est un dispositif qui va en fait être un maillon vers d'autres types de protection patrimoniale, que ce soit dans le domaine du bâti, avec par exemple en 1943 la création des abords des monuments historiques, et puis d'autre part cette loi elle emmène aussi vers finalement des dispositifs de protection du patrimoine naturel. Et on a alors un petit bémol peut-être pour ce territoire en matière de patrimonialisation, c'est la question du patrimoine contemporain, donc les bâtiments notamment des 19e et 20e siècles, qui arrive un petit peu plus tard sur ce territoire qu'au niveau national. Donc on a quand même en 1975 la protection aux monuments historiques de la préfecture de Vannes. Et puis après, il faudra attendre en fait les années 2000 pour voir donc la protection aux monuments historiques d'autres bâtiments du 19e siècle, comme les établissements des Petits Fers donc à Vannes, ou la maison Le Bras à Baden. Donc, mais là, on est dans les années 2000 et 2021. Donc, on est sur ce territoire, on a une petite timidité sur le patrimoine contemporain, me semble-t-il, mais qui semblerait se résorber aujourd'hui. Alors, cette étude, cette première étude, elle servait en fait à contextualiser l'étude de la patrimonialisation de l'héritage maritime sur ce territoire précisément, pour voir un petit peu comment la dynamique globale de protection du patrimoine bâti et la dynamique de protection du patrimoine bâti maritime s'articulaient. Alors, en fait, donc dans cette deuxième partie, on a pu constater que, ici comme ailleurs, c'était bien la question des associations, de l'action des associations, via notamment les bateaux traditionnels de travail qui entament un petit peu cette dynamique, qui enclenchent cette dynamique de préservation de l'héritage maritime, avec la création, si je ne me trompe pas, de l'Association des Amis du Synago en 1969. Donc on est dès la fin des années 60, ce qui est assez précoce quand même malgré tout dans la dynamique générale concernant ce patrimoine bâti maritime. Et puis aussi, donc, l'État arrive ensuite dans la danse, si je puis dire, avec là cette fois la protection, comme cela a été dit ce matin par Henri Masson, la protection
de ces bateaux traditionnels de travail au titre des monuments historiques, avec en 1983 le classement donc, du Synago Les Trois Frères, ce qui fait que le golfe du Morbihan se place aussi dans une démarche assez précoce, puisque les premiers bateaux ont été classés par l'État en 1982, dont la Duchesse Anne, qui a été évoquée ce matin par Henri Masson. Du coup, là, nous, on est en 83 sur le territoire du parc, et de ce fait, donc, on est dans le pôle de tête au niveau des classements monuments historiques pour les bateaux de travail. Alors, pour ce qui est... j'essaie de me presser, excusez-moi, parce que je sais que le temps tourne. Alors, donc, ensuite, pour ce qui est de l'héritage bâti, plus particulièrement, une fois cette dynamique donc, en faveur de l'héritage maritime d'une manière générale enclenchée, puisque les associations vont aussi s'intéresser au patrimoine culturel immatériel, donc lié à cet héritage maritime, donc les fêtes maritimes notamment. Donc, on en arrive à la question de l'héritage bâti. Alors là, on va avoir, je dirais, une action un peu plus tardive. On va toujours voir cette action des associations qui, encore aujourd'hui, sont à la manœuvre, si je puis dire. Donc on peut citer par exemple l'association qui s'occupe de la tour de Ténéro à Séné ou du moulin à marée de Berneau à l'île d'Ar, etc. Je n'en cite que quelques-unes, bien entendu, n'ayant pas le temps d'aller plus loin. On a assez peu de choses au niveau institutionnel, alors là je dis bien pour ce qui concerne la protection du bâti, des bâtiments en tant qu'éléments isolés. Donc l'État agit par l'intermédiaire de ces structures déconcentrées, avec la mobilisation, là encore une fois, de la protection monuments historiques, avec par exemple la protection donc, du moulin à marée de Kervilliaux donc, au Bonneau, du pont suspendu également au Bonneau, et de la tour des Anglais donc, à Damgand. Donc tout ça, on est 1987 pour le moulin à marée de Kervilliaux et 1997 pour le pont suspendu du Bonneau et la tour des Anglais à Damgand. Et autre canal, si je puis dire, de fabrication de ce patrimoine bâti maritime qui a été évoqué ce matin, tout à l'heure dans la première table ronde, l'inventaire et la recherche universitaire. Alors ici, sur ce territoire, l'inventaire et la recherche universitaire vont être particulièrement mobilisés dans le cadre du projet de parc à partir de 1999, mais ensuite, évidemment, dans le cadre des missions du PNRGM, une fois celui-ci créé en 2014, avec donc ce fameux inventaire qui nous sert de base pour le projet Estran aujourd'hui. Donc, parmi les projets, donc, j'ai cité le nôtre, donc le projet Estran, évidemment, et puis il y avait aussi également une participation du parc au projet Périclès, au projet européen Périclès. Alors, en synthèse, donc, le patrimoine bâti maritime se construit ici beaucoup par le biais de l'action citoyenne et locale qui impulse la dynamique, et également donc avec un accompagnement ou un relais par l'État ainsi que les collectivités territoriales. C'est un patrimoine qui reste peu protégé légalement en tant que tel, donc encore une fois en tant que bâtiment isolé, mais en revanche, il se retrouve inséré dans des dispositifs de protection portant sur les sites naturels, et également dans le cadre du SPR de Vannes maintenant. Donc en fait, on est dès le départ sur un patrimoine qui se retrouve intégré finalement dans des sortes d'écosystèmes. C'est un petit peu ce qui a été évoqué ce matin par Madame Palmy. Donc c'est en lien avec d'autres types de bâtis et un tissu plus global que ce patrimoine finalement émerge et fait sens. C'est un patrimoine qui oscille entre usage et abandon et qui, oui je sais, et qui du coup, je vois, et qui du coup va poser des problématiques très intéressantes en matière de conservation, restauration, puisque bien sûr, si l'on est face à un bâtiment
en usage ou un bâtiment à l'abandon, ces problématiques ne seront pas les mêmes. Et c'est d'autant plus complexe que, comme ça a été dit ce matin par Elena, c'est souvent des bâtiments qui ont des spécificités propres, donc notamment en matière de propriété et comment dirais-je, d'implantation, voilà, qui font que parfois les choses sont extrêmement compliquées, notamment en matière de questions d'usage. Alors, la troisième, et je vais y arriver, la troisième étude apportée... Ah, on n'a pas changé la carte, c'est pas grave. La troisième étude, en fait, a consisté en deux zooms sur des patrimoines, enfin des héritages antinomiques, mais qui ont pour point commun de poser des questions très intéressantes en matière d'appropriation patrimoniale. Le premier exemple, ce sont les murs et murets littoraux. Donc vous voyez sur la carte, qui n'est pas... Ah si, c'est la bonne ? Si, c'est la bonne. Ah ouais, c'est la bonne. Vous voyez sur la carte, effectivement, que ce sont des ouvrages qui sont multiples, puisque là, on parle de murs de soutènement, de murs de clôture, de murets piétonniers, de digues, de terre-plein, etc., de quais, de jetées. Donc des ouvrages multiples qui sont également omniprésents sur ce territoire, qui ont été construits au fil des siècles, soit par le savoir-faire populaire ancestral, soit par le savoir scientifique et technique des ingénieurs de l'État, pour optimiser au mieux l'utilisation du littoral et des ressources de la mer. Ces ouvrages donc, ne font pas l'objet d'une patrimonialisation au sens strict du terme, mais plutôt d'une appropriation et d'une transmission et d'un attachement aussi par l'usage, puisque beaucoup sont encore utilisés aujourd'hui, soit par la même activité que lors de leur construction, soit par une autre activité, dans ce cas souvent liée au tourisme et à la plaisance. Alors leur présence ne fait pas débat dans le discours patrimonial du golfe du Morbihan, parce que ces ouvrages ont fortement contribué à façonner le paysage du golfe tel qu'il est compris et tel qu'il est apprécié aujourd'hui. Et de ce fait, ces ouvrages illustrent aussi parfaitement l'imbrication qui peut exister entre patrimoine bâti et patrimoine naturel pour former donc un paysage. En tant que patrimoine en usage... Je dépasserai un peu. En tant que patrimoine en usage, ces ouvrages posent la question de leur entretien et de leur restauration avec une double préoccupation qui est celle du maintien de structures soumises à des conditions naturelles difficiles, et d'autant plus aujourd'hui avec le changement climatique, un usage aussi parfois intensif, pas toujours en lien avec ce pourquoi ces ouvrages étaient prévus initialement. Et le deuxième point, évidemment, c'est la question de la sécurité des usagers qu'il faut préserver, bien sûr, quand on entretient et restaure ces structures. C'est bien pour cela, d'ailleurs, qu'on les entretient et qu'on les restaure. Alors, il y a des questions relatives au savoir-faire et aux matériaux qui sont mis en œuvre à l'occasion donc, de ces opérations d'entretien ou de restauration. Le ciment et le béton, voire le goudron, donc étant assez souvent utilisés ici. Alors, mon propos ne stigmatise personne, c'est un constat, mais effectivement, ces matériaux ne sont pas vraiment compatibles avec l'intégrité de l'ouvrage ancien, ni pour ce qui est de sa durabilité, paradoxalement, ni du point de vue esthétique. Et enfin, la question de la restauration de ces ouvrages peut aussi poser la question donc, de la compatibilité entre le patrimoine bâti et la préservation de la biodiversité, la question de la restauration écologique. Je parle sous le contrôle de Sébastien. Et donc, on a effectivement là une question la question du dialogue entre patrimoine bâti et patrimoine naturel qui peut se poser, comme dans le cas, par exemple, de la digue du Brenegui à Locmariaquer ou des terre-pleins du Bonneau. Et pour terminer, deuxième zoom, les ouvrages du mur de l'Atlantique, notamment les Blocos et les Tobruk. Alors, à l'inverse des précédents, évidemment, ce sont des ouvrages moins nombreux, avec une répartition beaucoup plus restreinte en façade atlantique de la Petite Mer. C'est un héritage négatif associé à une mémoire traumatique. Et de plus, ces ouvrages sont ici souvent considérés comme portant atteinte au paysage du Golfe. C'est donc un héritage plutôt rejeté ici.
pas de patrimonialisation institutionnelle, ou alors de manière indirecte, avec par exemple le blocos de Petit-Mont, à Damgand, le blocos de Petit-Mont à Arzon, qui se trouve dans un cairn qui a été, lui, protégé au titre des monuments historiques en 1904. Donc le blocos bénéficie de cette protection par ricochet, si je puis dire. Peu de valorisation aussi de cette histoire et de cet héritage, sauf à Petit-Mont et à Damgand. On a une appropriation de ces ouvrages, de certains de ces ouvrages, par l'usage, avec des tobrouks qui vont servir de jardinières, par exemple, des blocos qui vont servir à l'habitation, donc d'extension à l'habitation principale, ou qui vont servir de support à une terrasse ou à une pergola. Voilà. Et puis, on a aussi donc, une appropriation par l'usage de graphes ou de peintures murales, ce qui concerne tous les blocos, mais là, j'ai ciblé sur les blocos de Locmaria-Ker, pour la bonne raison que ces peintures murales ou graphes ne sont pas tout à fait anodines par rapport à leurs auteurs, puisque c'est souvent le collectif Planète X ou un artiste qui s'appelle Légens qui travaille sur ces blocos, donc vous voyez en bas de cette diapositive. Et ce sont des artistes qui sont assez reconnus dans le Grand Ouest, dans le milieu de l'art urbain. Donc c'est pas des enfants ou d'autres personnes qui s'amusent à venir graffer comme ça les bunkers. Hein. C'est une démarche artistique, enfin, qui peut être comprise comme une démarche artistique. On a aussi une appropriation par la biodiversité, puisque certains blocos servent d'habitat à des chauves-souris, hein, par exemple. Voilà, donc c'est un héritage mal aimé, mais un héritage qui est bien là, qui est composé de structures difficiles à détruire. Alors qu'en faire ? C'est un héritage qui pose vraiment la question de manière cruciale finalement des choix qu'on va faire, c'est-à-dire le devoir de mémoire ou le droit à l'oubli. Ça, je pense que ce type de patrimoine négatif comme ça pose vraiment ce type de questions. Et puis, effectivement, se posera bientôt la question pour eux, comme pour beaucoup d'autres ouvrages se trouvant sur le trait de côte, de la submersion. Et à partir de là, se pose la question de comment effectivement accepter cette submersion, comment la comprendre et comment après effectivement l'utiliser le cas échéant. Et là, j'ai mis une dernière image, alors ça ne concerne pas le territoire du PNRGM, mais ce sont des blocos qui sont immergés dans la baie d'Arcachon. Et en fait, on se rend compte que finalement, ils deviennent des récifs artificiels et ils abritent donc une riche flore et faune sous-marine. Et il y a une équipe de scientifiques qui en assurent le suivi de tous ces éléments de la faune et de la flore sous-marine. C'est un lieu d'étude donc scientifique et c'est également un lieu de plongée touristique. Donc le patrimoine immergé, effectivement, n'est pas forcément un patrimoine disparu, mais Laurence reviendra sur cette question un petit peu plus tard dans la table ronde. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que je n'ai pas exposé le temps. Merci beaucoup, Mahogane. Alors, juste comme vous pouvez le constater, ce temps d'échange a un format un peu différent. C'est un peu moins une table ronde, où là, on a voulu donner plus le temps aux chercheurs et aux chercheuses de présenter le résultat de leurs études. On va fonctionner par binôme. Donc là, Mahogane et Richard vont présenter. À l'issue de leur présentation, on va avoir un temps d'échange. Voilà, et c'est pareil. Ensuite, on aura Laurence et Sébastien et Nicolas et Jean-Eudes. Donc, vous pourrez également poser vos questions. Bonjour à toutes et tous, donc Richard Dumez, je suis maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle et je vais vous présenter les travaux qui ont été conduits par Marie-Océane, le pays du Tilleul. Donc il s'agit d'une approche anthropologique du patrimoine maritime. Donc l'objectif est de comprendre comment les populations locales perçoivent et vivent le patrimoine maritime dans sa pluralité,
c'est-à-dire essayer de comprendre quels sont cela à travers leurs pratiques et leurs savoirs, et les manières qu'ils ont de catégoriser les objets et les espaces, comme disait monsieur Ronan Le Bacon, comment ils les nomment, comment ils les dénomment. Donc l'idée n'était pas de se restreindre au patrimoine bâti inventorié par le parc naturel régional, mais bien d'essayer d'interroger ce qui pouvait faire différence entre cet inventaire et le patrimoine tel que perçu et vécu par les populations locales. Et pour ce travail, Marie-Océane a travaillé au niveau de la commune de Locmaria-Quer. Donc ce qui ressort des entretiens, des enquêtes conduites, c'est que les patrimoines maritimes font sens avec un enjeu autour du patrimoine immatériel. C'est le cas de l'ostréiculture, dont les pratiques et les savoirs ont évolué ces dernières décennies, avec le passage de l'huître plate à l'huître creuse, une mécanisation des pratiques et aussi une interrogation sur le devenir de cette activité. Et le corollaire, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est quel est le devenir des bâtis ostréicoles qui peuvent devenir inadaptés et délaissés. Donc ce qui ressortait des entretiens, c'est que ce n'était pas identifié comme un patrimoine bâti maritime, mais bien comme un patrimoine maritime, à la fois pour une dimension matérielle et immatérielle. Ce questionnement autour du caractère patrimoine bâti maritime, on le retrouve avec les vieux gréements, qui ne va pas de soi pour tous. Donc en fait, ces vieux gréements ne sont pas faits de pierre, ils ne reposent pas sur des fondations. Mais pour plusieurs interlocuteurs, ces bateaux se rattachent à un patrimoine maritime, si ce n'est effectivement un patrimoine maritime bâti. Donc là, on retrouve des dynamiques qui sont propres à beaucoup de territoires littoraux. On voit des groupes sociaux qui investissent et réinvestissent les vieux gréements avec les pratiques et les savoirs associés tant à leur construction, à leur restauration qu'à la navigation. Donc, que ce soit pour ostréiculture et vieux gréement, ces deux patrimoines maritimes qui sont vivants et localement appropriés, ce que l'on voit, c'est que la dimension patrimoniale est extrêmement forte, très présente, et que conserver l'un sans l'autre ne va pas de soi, et en fait, il faut conserver l'un et l'autre. Et ce que l'on voit aussi à travers ces deux exemples, c'est qu'il y a un fort enjeu sur les problématiques de transmission des savoirs entre acteurs, entre générations. Et donc, les patrimoines font aussi réseau, et sont aussi vecteurs de liens à l'échelle du Golfe. Alors en écho au vieux gréement, on voit que le patrimoine maritime lié à la navigation marque le paysage local. Donc si la tourelle de Kerpenir est reconnue comme emblématique à Locmaria-Quer, tous les autres éléments, balises, amers, tourelles, sémaphores, apparaissent comme les témoins pratiques et de savoir liés à la navigation. Et au-delà de Locmaria-Quer, ce qui est intéressant de voir à l'échelle du Golfe, c'est que ce patrimoine bâti lié à la navigation dessine un réseau, tisse un réseau à l'échelle de l'ensemble du Golfe. Donc le propre des enquêtes en ethnologie, c'est de faire émerger des imprévus. Et ainsi, pour certains, évoquer le patrimoine maritime bâti a amené certains interlocuteurs à évoquer la semaine du Golfe ou encore le port nouveau de Locmaria-Quer. Donc avec la semaine du Golfe, ce qui apparaît, c'est une confirmation de l'attachement à la navigation dans ce Golfe, aux pratiques et aux savoirs qui lui sont associés, et donc un attachement au patrimoine tel que les tourelles, les balises ou les vieux gréements. Et quant au port, pour certains, il est un lieu de promenade, de nouvelles socialités et d'ouverture sur le Golfe, tous ces éléments réaffirmant la maritimité de Locmaria-Quer. Donc, vieux gréement, patrimoine bâti lié à la navigation, semaine du Golfe, autant d'éléments qui montrent l'attachement à la maritimité de Locmaria-Quer. Et ces éléments sont à la fois des vecteurs de mémoire et des vecteurs de liens sociaux entre celles et ceux qui pratiquent la navigation. Et ils sont reconnus comme des patrimoines maritimes à conserver et là encore une fois à transmettre. Et ce sont aussi des patrimoines maritimes qui interrogent, de par leur ambivalence entre nature et culture. Donc là, deux images, la digue de Brenegui et un gravelot. Alors pourquoi la digue de Brenegui ? C'est qu'elle apparaît dans l'inventaire comme définie comme un patrimoine bâti maritime, mais localement, elle est surtout appropriée par son enchâssement dans un patrimoine naturel. En effet, la digue délimite dans l'anse de Brenegui un espace qui était un temps un marais salant, puis un bassin ostréicole avant de devenir une réserve ornithologique. Donc si pour le Conservatoire du littoral et le Parc naturel régional, la digue est un patrimoine bâti, pour les habitants, cette digue est un chemin reliant deux zones de la commune, un raccourci, autant qu'un chemin donnant accès à un espace naturel exceptionnel pour voir sa richesse ornithologique. Donc pour les habitants, la digue est appropriée parce qu'elle fait chemin et parce qu'elle donne à voir. Elle est un patrimoine culturel, générateur de naturel, est à la fois patrimoine naturel et patrimoine culturel. Donc Locmaria-Quer est aussi un haut lieu de l'ornithologie
Et l'une des espèces qui revenait régulièrement dans les entretiens était celui du gravelot. Je vous rappelle que l'enquête, c'était sur le patrimoine maritime et le patrimoine bâti. Et ce qui est intéressant, c'est de voir émerger ce gravelot. Donc s'il existe 3 espèces, la plus présente ici est le gravelot à coulier interrompu, dont le devenir inquiète et le conservatoire et la mairie. Donc ces 2 entités se sont appuyées sur ce gravelot pour mettre en place une campagne de sensibilisation à la protection des oiseaux en général, et cela a créé un engouement pour l'oiseau. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les espaces où nidifient les gravelots sont délimités par des ganivelles, donc d'une certaine manière, ou des rubalises, ou d'une certaine manière pour protéger les nœuds de nidification, et d'une certaine manière, on matérialise un espace, on matérialise cette nature. Donc cette matérialisation, ajoutée au discours, pour faire des gravelots, on fait des gravelots une espèce charismatique qui marque d'une certaine manière une appropriation culturelle d'un patrimoine naturel. Donc ce qui ressort, c'est qu'on a des patrimoines qui sont dynamiques, qui bougent du culturel vers le naturel ou du naturel vers le culturel. Et la dernière interrogation qui émerge de ce territoire sur les patrimoines maritimes, c'est une interrogation sur leur maritimité et sur leur patrimonialité. Donc si on file l'histoire de la biodiversité, d'un point de vue du patrimoine naturel, les blocos sont importants pour les chauves-souris, mais ces espèces ne sont pas vraiment appropriées localement, elles sont invisibilisées. Et les blocos en eux-mêmes, eh bien, comme on le vient de voir avec Mahogane, ils peuvent être des éléments qui font question d'un point de vue du patrimoine. Mais pour les acteurs du territoire, ce qui émerge surtout des entretiens, c'est que si pour certains habitants cela ne dérange pas vraiment, aucun ne manifeste d'attachement à cette structure en tant qu'héritage, en tant que patrimoine. Il y a même un rejet comme un témoin d'un passé douloureux. Donc voilà, ces blocos ne sont pas un patrimoine. Donc là, on a un premier décentrement par rapport à l'inventaire, où dans l'inventaire, les blocos sont inscrits comme un patrimoine bâti maritime, là où, pour les populations locales, ça ne fait pas vraiment sens. Et il en va de même des mégalithes. Donc oui, en fait, parler de patrimoine avec les habitants de Locmar-Yaquer, c'est inévitablement parler des mégalithes. Alors sont-ils un patrimoine bâti maritime ? Ce n'était pas tant le questionnement qui a fait sens dans l'entretien, même si on associe les mégalithes au monde littoral, à la mer. Certains sont immergés, d'autres risquent de l'être. Non, ici, ce qui a soulevé question, et c'est la richesse des enquêtes ethnologiques, c'est lorsque vous interrogez quelqu'un sur quelque chose, la personne vous parle d'autre chose. Et ce n'est pas une incompréhension de sa part, mais c'est bien une association d'idées, de situations, qui est en fait riche d'informations pour nous sur des enjeux sous-jacents. Et ce que nous dit cette évocation des mégalithes, c'est qu'il y a une crainte de certains habitants vis-à-vis des processus de patrimonialisation. Donc par exemple, au sein de Locmar-Yaquer, il y a la table des marchands, qui autrefois était un lieu de rencontre, d'échange, une sorte de place du village, un lieu pour faire société. Cependant, avec l'engouement touristique très ancien autour des mégalithes, on a installé des clôtures autour de sites emblématiques. D'ailleurs, ça fait une petite évocation, des clôtures autour des nids des gravelots, des clôtures autour des mégalithes, et l'accent pouvait devenir payant. Donc pour les habitants, ces lieux du quotidien deviennent moins accessibles. Cette muséification les transforme en un patrimoine des autres, en un patrimoine pour les autres. Et ce que cela nous dit, c'est que dès lors évoquer un processus de patrimonialisation, ici le maritime bâti, peut être source d'inquiétude pour certains acteurs, avec une crainte d'une nouvelle désappropriation autour de ces patrimoines. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mahogane et Richard. J'aurais une seule question pour vous. Alors, c'est comment se saisir de ces données pour le passage à l'action ? Rien que ça. C'est une vaste question, comme on l'a vu ce matin aussi quand tu l'as posée, Elena. Effectivement, dans mon domaine, moi je
dirais qu'effectivement, ce qui est nécessaire, c'est d'accentuer la médiation et la valorisation autour de ce patrimoine bâti, le faire connaître. Donc, comment dirais-je, le travail réalisé pour l'inventaire a créé une connaissance importante. Donc, cette connaissance, eh bien, il serait effectivement tout à fait pertinent de continuer à la valoriser, à la travailler, à la valoriser, travailler aux interactions entre les différents acteurs de ce territoire qui peuvent être concernés par ce patrimoine, comme ça a déjà été évoqué ce matin. Travailler aussi à la compatibilité entre compréhension, respect du patrimoine et nécessité d'usage, parce que ce n'est pas forcément toujours une évidence et ça n'est pas forcément très simple de mettre en accord ces deux attentes. Les acteurs, encore une fois, autour de ce patrimoine bâti étant multiples et le patrimoine bâti, enfin les différents éléments de ce patrimoine bâti ayant des statuts différents et spécifiques qui génèrent parfois des tensions et des polémiques dans cette question de la compatibilité donc, entre le respect du patrimoine et les nécessités d'usage. Et puis également développer de bonnes pratiques techniques en matière d'entretien et de restauration de ce patrimoine. Je l'ai un peu évoqué pour les murs et murets littoraux. Là, il y a très certainement nécessité donc, de faire évoluer les pratiques qui sont en cours actuellement, notamment donc, en matière de matériaux, puisque comme je l'ai évoqué, le ciment, le béton, le goudron, ce n'est pas forcément la bonne solution, même si voilà, c'est une solution qui peut paraître facile et simple à mettre en œuvre, un peu moins coûteuse peut-être, mais en fait, ça porte atteinte aux ouvrages plus que ça ne les restaure en réalité sur le long terme. Donc il y a une nécessité, à mon sens, de travailler sur cette question-là, qui peut permettre également aussi de développer de nouveaux savoir-faire et des filières aussi, par rapport à cette question des filières professionnelles, par rapport à cette question de la restauration du patrimoine ancien. Eh bien, je dirais, pour reprendre ce qu'a dit Ronan Le Bacon, c'est faire avec et pas nécessairement pour. Et en fait, on a vu, si on prend un patrimoine en lui-même, c'est en fait tenir compte de la pluralité de ce patrimoine dans son unicité. Ce que je veux dire, c'est qu'un même objet, eh bien, en fait, peut être des choses différentes pour une diversité d'acteurs. Donc, le conserver pour quelque chose, c'est peut-être poser un problème pour ceux qui y voient autre chose. Donc voilà, et aussi penser le fait que le patrimoine des uns n'est pas toujours le patrimoine des autres. Donc c'est l'une des difficultés. Et puis le fait que dans cette pluralité, eh bien, pour certains c'est du naturel, pour d'autres c'est du culturel, c'est extrêmement mouvant. Il y a une part immatérielle qui peut être très forte. Et l'autre élément, je dirais que même penser la pluralité de cette unicité, mais souvent ces monuments, ces sites ne sont pas uniques, mais s'inscrivent dans des réseaux. On le voit avec les balises, par exemple. C'est un ensemble d'éléments qui font réseau à l'échelle du bassin. Donc penser la conservation peut-être dans une autre dimension. Et puis, un des derniers éléments, il faut tenir compte du fait qu'il y a des patrimoines qui s'estompent, d'autres nouveaux qui se dessinent. Peut-être qu'il y a des patrimoines qu'on ne connaît pas encore, en fait, qui sont présents, mais qui ne font pas encore patrimoine et qui pourront faire patrimoine. Donc il y a des dynamiques, en fait, c'est un des éléments importants, c'est penser une conservation qui tienne compte de ces dynamiques patrimoniales. Et je citerai une collègue, Maria Garvari-Barbas, qui souligne cette apparente contradiction entre occupation et conservation du patrimoine. Et ce qu'il souligne, c'est l'enjeu de balancer entre faire vivre le patrimoine ou le faire durer. Donc c'est vraiment une des difficultés. Voilà. Merci pour vos réponses. Eh bien, nous allons, pour enchaîner avec le prochain binôme, regarder une vidéo sur les moulins à marée.
En Bretagne historique, on compte à peu près 140 sites, un petit peu plus, qui ont abrité un jour ou l'autre un moulin à marée. Certains sont encore visibles, comme celui qui est derrière nous, qui a bénéficié d'une restauration il y a une vingtaine d'années maintenant, un peu plus, alors que certains ont totalement disparu ou sont en ruine. Au-delà du domaine purement patrimonial, on est aujourd'hui à une époque où on pense aux énergies renouvelables. Et à la place de roues qui faisaient tourner ces moulins, on peut imaginer dans les digues des micro-turbines marémotrices, comme il en existe sur la Rance, mais de plus petit volume évidemment. Aujourd'hui, il en existe plutôt efficaces, qui sont réversibles, qui peuvent fonctionner dans les deux sens de la marée, donc qui pourraient produire avantageusement, je le crois, de l'énergie et avec des rendements qui nous surprendraient. Il n'y a pas de données chiffrées très importantes sur les moulins à marée, mais on sait par exemple qu'un moulin dans la région de Lorient, à Riantec, produisait davantage ou autant en une marée que les deux moulins avant voisins réunis en 24 heures. Donc on peut imaginer qu'avec 2 marées par jour, et même avec des mardages modestes, des coefficients de marée modestes, on pourrait avoir des résultats très surprenants. Effectivement, c'est une énergie qui est délaissée à tort selon moi. Je pense qu'il y a moyen à la fois de préserver l'environnement et de créer des productions marémotrices, pas forcément d'immenses, des centrales importantes comme sur la Rance, qui posent des problèmes de coupure d'estuaires, mais imaginer d'autres façons, sans couper des estuaires. Il y a des projets qui existent actuellement et qui sont extrêmement prometteurs et efficaces en termes de turbines. Donc par la création des moulins, on ne va pas couper les habitats de leur influence marine. L'eau de mer va continuer à les alimenter. Par contre, il va y avoir un phénomène qui va se créer par l'endiguement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un barrage sédimentaire lié justement à la digue. Et par ailleurs, il va y avoir un phénomène de ralentissement des courants, tant la mer reflue vers le milieu. Donc ça va créer une sédimentation qui va favoriser le présalé. Donc on va avoir une extension du présalé sur la vasière. Et ces présalés jouent un rôle fonctionnel très important pour la faune. C'est notamment des zones de frayère pour les poissons, donc une zone de reproduction. Et c'est également une zone ce qu'on appelle une zone de nourricerie, donc un endroit où les jeunes poissons vont s'alimenter et grossir. C'est notamment le cas d'espèces qui sont commerciales, comme les juvéniles de bar. Et c'est surtout une source de nourriture très importante pour les oiseaux d'eau, notamment les oiseaux d'eau migrateurs. Le golfe du Morbihan est situé sur une voie majeure de migration à travers l'Europe. Donc les oiseaux en provenance du nord de l'Europe viennent en fait chercher des conditions climatiques plus clémentes et surtout refaire leur stock d'énergie en vue du retour sur les espaces nordiques du nord de l'Europe. Laurence, nous allons pouvoir enchaîner avec toi. Merci, bonjour à tous. Moi, je vais poursuivre sur une entrée plus géographique et plus particulièrement en lien avec le paysage. C'est un travail qui a été mené, vous avez vu, on présente tous les étudiants qui ont travaillé avec nous, c'est important aussi. Moi j'ai eu le plaisir de travailler avec 2 étudiantes, Caroline qui est paysagiste donc en formation dans une école à Paris, et puis Émilie Filiatre, une géographe en formation en master à La Rochelle. Et donc, elles ont toutes les 2 travaillé en binôme avec quasiment 2 mois sur le terrain pour vraiment s'immerger sur le sujet. Alors, hop, si ça permet, voilà. Le sujet avec donc la question que Jean-Eudes a présentée en introduction, c'est-à-dire effectivement, nous, on arrive après ce travail d'inventaire qui a permis d'identifier donc 1258 éléments. Et après, donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on décide, on agit, on réfléchit, en tout cas déjà, à partir de ces éléments.
Et l'entrée ici était donc de confronter, d'articuler ces éléments de patrimoine bâti, donc ces 1258 éléments, avec la notion de paysage. Alors on a vu la problématique de définition du patrimoine bâti maritime. Pour ce qui est du paysage, c'est aussi un vaste sujet qui a été relativement cerné, notamment du point de vue juridique et des politiques publiques, et notamment des politiques publiques d'aménagement du territoire et de toutes les politiques publiques de l'État en général. Après la Convention européenne du paysage de 2000, qui a donné donc une définition du paysage, c'est partie de territoire tel que perçu par les populations et qui a été intégrée dans la loi biodiversité, notamment de 2016. Donc, à partir de là, un des premiers axes était d'articuler donc le patrimoine bâti et le paysage, en essayant donc de croiser déjà les deux bases de données, donc des points de l'inventaire et du paysage, en voyant comment on pouvait voir émerger des identités territoriales en lien avec les unités de paysage qui avaient déjà été répertoriées, notamment dans les différents diagnostics du parc, et de voir comment certains éléments, par leur configuration, par leur regroupement, par leur relocalisation, constituaient en fait des marqueurs d'identité paysagère. C'est ce qu'on voit par exemple sur cette carte des murs de soutènement. Donc on voit vraiment des regroupements, en particulier sur le secteur d'Aradon. C'est le cas évidemment de manière assez évidente sur les éléments de défense dont a déjà parlé Maogan, où on voit aussi sur les salines comment toute la partie sud-est du parc était marquée par ces éléments-là. Donc par toute une série de croisements et en reprenant aussi le travail des sigistes du parc et le format de carte, on a pu produire des zooms qui permettaient de mettre en avant comment certains éléments participaient plus que d'autres et à certains endroits en particulier à l'identité paysagère, à une configuration spécifique. Ensuite, justement, sur ces configurations spécifiques, on a fait plusieurs zooms. Alors, je ne vais pas vous les présenter tous, mais c'est le cas notamment, donc, en particulier sur ces murs de soutènement et les banquettes qui y sont parfois associées, qui sont des motifs très spécifiques au golfe. Et donc, il y a eu toute une série de cartes là, qui viennent caractériser de manière plus fine déjà la configuration de ces murs, leur hauteur, banquette, pas banquette, quel type de banquette, quels usages, est-ce qu'on marche en haut, est-ce qu'on marche au milieu, est-ce qu'on marche en bas, comment on passe de l'un à l'autre, quels sont les statuts de propriété, les statuts juridiques, qui sont les propriétaires, et on rentre à ce moment-là dans le détail de la complexité de ce qui est un objet, donc le mur de soutènement, et voir aussi derrière tout ce que ça peut amener, là encore, comme problématique de préservation. Et quand on parle de ces problématiques de préservation, on a utilisé plusieurs fois le terme de valeur, de choix à faire. Les collègues en ethno parlent plutôt d'attachement. Ce sont des sujets qui sont beaucoup traités aussi plus généralement sur la problématique du paysage, et pas seulement en lien avec des éléments de patrimoine, donc dans des valeurs, j'allais dire, remarquables, mais de manière beaucoup plus générale sur l'ensemble du territoire et l'ensemble des paysages. Quand on parle des paysages du quotidien, et c'est ce qui a été pointé notamment dans la loi Allure, avec les objectifs de qualité paysagère que l'on doit mettre en place dans toutes les planifications à l'échelle locale. Et donc ces objectifs de qualité paysagère,
paysagère, elle suppose vraiment un partage de ses attachements, de ses valeurs, d'où la question des enquêtes qui ont été faites là aussi, notamment sur les secteurs sur lesquels on a fait des zooms, pour recueillir les paroles habitantes, et puis aussi tout un travail de la paysagiste, de mise en image par des séries d'aquarelles, de croquis, etc., pour partager, pour faire émerger et faire voir donc ces spécificités, ces attachements, et pouvoir en discuter, pour voir aussi mieux faire dialoguer l'élément de patrimoine bâti maritime avec son contexte paysager. Ça a été dit aussi tout à l'heure, l'élément de patrimoine contribue à une identité paysagère, et évidemment l'écrin paysager est parfois aussi fort que l'élément de patrimoine lui-même, qui certainement ne serait pas approprié et reconnu en tant que tel s'il n'y avait pas ce contexte. D'où aussi toute une série de croquis, de mise en scène par toute une série de dessins, là encore sur différents zooms. Je vous en fais voir un là ici sur les blocos de ces identités paysagères. Et puis, le deuxième sujet, la deuxième question qui a été abordée aussi ce matin, notamment à travers la question sur les mégalithes, c'était par rapport aux pressions que subissent, ça a été aussi évidemment posé dans la première table ronde, et notamment par rapport aux transitions, au changement climatique, à la remontée du niveau de l'eau, et donc à la problématique de l'immersion. Et j'ai trouvé ça très intéressant quand c'est revenu sur la table ronde de ce matin, le vocabulaire qui a été employé. C'est-à-dire qu'il a été question de qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine qui va disparaître. Donc c'est revenu systématiquement, ça va disparaître, de ce patrimoine qui va être balayé, de ce patrimoine qui va tomber. Il y a eu des vocabulaires très forts sur vraiment le côté sacrificiel de ce patrimoine face à cette prochaine immersion ou partielle ou totale de ce patrimoine. Et donc on a travaillé aussi ce sujet-là, là encore par une approche déjà factuelle. Donc quels sont les éléments, où ils sont. On a croisé les données de l'inventaire, donc de ces éléments-là, répertoriés dans l'inventaire, avec les données qu'avait déjà le parc sur des niveaux de remontée de l'eau. Donc, c'est ce que vous avez avec les codes couleurs là, de la carte. Donc, 20 cm en rouge, 60 cm en jaune, 1 mètre en vert. Et puis, en fonction, quels sont les éléments de patrimoine qui vont être touchés par ces remontées. Donc ça permet déjà de décrypter un petit peu là où on se situe, et puis de discuter le temps long, donc de ce patrimoine qui a déjà été ponctuellement immergé, d'un rapport terre-mer aussi qui était différent avant, c'est-à-dire que on ne pensait pas forcément de manière aussi radicalement séparée. Alors j'ai mis cette photo là, mais on connaît toute l'exploitation des algues, des amendements, etc., qui ont existé sur tout le littoral breton. Et donc, poser la question des rythmes, des temps, des perspectives. Est-ce qu'on est dans des fréquences quelles vont être les fréquences de submersion? Qu'est-ce que ça va changer? À quel moment? De manière aussi plus fondamentale, comment on se projette dans ces submersions partielles, totales, à des fréquences plus régulières. Comment déjà là aussi les habitants se projettent sur ces questions-là, comment ils envisagent ça. On a eu des discours que là encore je ne vais pas pouvoir tous vous les retranscrire, mais des choses assez intéressantes. Et puis là aussi, comment par des représentations artistiques, ici des aquarelles, mais il y en a d'autres, on se projette sur ces nouveaux paysages
ces paysages de demain avec des submersions partielles ou éventuellement totales d'objets. Et donc, on en arrive à cette question de l'immersion du patrimoine bâti maritime ou des patrimoines d'ailleurs en général. Et pour souligner que ce patrimoine, une fois qu'il est immergé, il ne tombe pas forcément dans l'oubli, il ne disparaît pas forcément. Alors, on est d'accord qu'il peut être dégradé, hein, notamment, ça a été évoqué ce matin, quand il y a des processus de tempête, de phénomènes érosifs très, très forts. Mais on peut aussi avoir une immersion douce, j'allais dire, et qui peut même parfois, d'ailleurs, pour certains patrimoines, les préserver mieux que quand ils sont soumis à des piétinements ou autres. Donc, je vous ai mis ici quelques images illustratives. Hein. Bon, il y en a une qui est d'une cité immergée à Baia, près de Naples, où on peut comme ça avoir des mosaïques et tout un tas d'éléments qui sont tout à fait bien préservés. On a d'autres formes de mise en valeur in situ de ces patrimoines. C'est notamment le travail de l'Adramar, hein, qui a travaillé par exemple en Rance, à Biseux, ou ici aussi dans le Golfe, pour positionner des éléments qui peuvent donner lieu à des sentiers sous-marins, des sentiers de visite. Donc à toutes ces politiques publiques de découverte des patrimoines sous-marins à des très faibles profondeurs, ou bien des mises en valeur in visu. C'est notamment tout le travail qui est fait, qui est terminé maintenant au Fort Liedo sur l'île d'Aix, en partenariat avec le Conservatoire du littoral sur le fort, mais aussi le parc marin de la mer des Pertuis, et qui permet d'avoir comme ça une immersion dans plusieurs salles du fort pour découvrir ce patrimoine. Le travail aussi d'articulation avec les artistes, donc il y a toutes les formes immergées, c'est très important. J'avais encore hier une proposition d'un Belge qui vient faire un post-doctorat en art sur le littoral nord breton pour faire un travail artistique dans le milieu sous-marin. Et j'ai mis ici en bas à droite un des lauréats du concours photographique du parc naturel du PNR Armorique de cette année, où on voit comment aussi ce patrimoine immergé devient un autre type de patrimoine. Et si on perd l'articulation patrimoine culturel, patrimoine naturel qui existait alors qu'il était émergé, on gagne évidemment, je ne sais plus si c'est Mahogan qui a parlé des récifs, hein, on gagne évidemment un effet récif qui va amener un autre type de patrimoine naturel immergé. Donc on a une évolution aussi de ce patrimoine qui permet de l'envisager d'une autre manière et de le partager d'une autre manière. Merci beaucoup, Laurence, pour ce regard à travers le paysage. Nous allons enchaîner avec Sébastien et son regard d'écologue. Merci. Alors, un petit regard. Donc oui, je vais vous présenter un peu un travail qu'on a fait, encore une fois, qui a une stagiaire, c'est même elle qui a fait le travail, hein. Marie-Alix Baudouin, donc, qui était à l'Institut Agro à Angers. Alors c'est un petit regard, parce que c'est vrai que c'est un sujet, moi, ce lien entre les patrimoines, vous allez comprendre, qui m'intéresse depuis très longtemps, mais il y avait aussi le temps, et j'avais envie de participer, mais assez de façon limitée. Donc on m'a donné ce titre des écologies des patrimoines bâtis maritimes, mais dans le programme provisoire, c'était marqué le continuum pierre-mer, et moi ça me plaisait beaucoup, ce titre. Alors pourquoi je dis que le lien entre les patrimoines, ça m'intéresse depuis longtemps? Parce que depuis longtemps, je me suis intéressé, je suis de près un autre site avec d'autres pierres, qui sont celles-ci. Voilà, le sujet de ma thèse de doctorat, c'était la gestion de la végétation des alignements de Carnac. Donc vous imaginez bien que ce lien entre les patrimoines, la conflictualité, etc., ça me parle depuis très très longtemps. Alors si on en revient à nos sujets, nos pierres, les pierres du Golfe,
Alors, comment aborder le sujet entre en gros patrimoine bâti et biodiversité? On a réfléchi, on a choisi dans l'inventaire, il y a une discussion, et nous on a dit donnez-nous des sites et puis on va les regarder. Et donc on s'est intéressé à 2 sites, donc les terre-pleins, du Bonneau, mais je crois qu'il ne faut pas le dire, de Le Bonneau, enfin qui sont situés dans la commune, voilà, je ne voudrais pas faire d'impair, les terre-pleins ostréicoles, avec toute leur structure. On a beaucoup déjà parlé des murets de soutènement, on a le terre-plein en lui-même, les cabanes, et donc la rivière, et puis un deuxième site dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, beaucoup évoqué, hein, le moulin de Berneau. Alors moi aujourd'hui, parce qu'il faut être court, c'est logique, je vais présenter essentiellement ce qu'on a fait sur les terre-pleins. Alors, déjà, les questions qu'on s'est posées, c'est que ces terre-pleins, ils sont caractéristiques, on s'est beaucoup intéressé aux murets qui marquent la limite en fait, entre un espace naturel et la partie bâtie. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces murs, ces murets, on peut en faire une typologie. Il y a un état, il y a différents états. Alors ça a été cartographié tout le long des terre-pleins. Il y en a qui sont, on va considérer comme en état, donc des murs de pierre sèche, tout bien, comme ils ont été un peu conçus au départ. D'autres, alors on a mis restaurés entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a été un peu réparés avec un petit peu de ciment, de jointure. Alors c'est pas l'idéal, mais qui reste quand même avec un aspect assez proche du point de départ. D'autres qui ont été restaurés récemment. Alors là, c'est joli, c'est béton, ciment, voilà, c'est très propre. Et puis, à d'autres endroits, les sites sont plus utilisés, ces murets sont en train de s'effondrer, de disparaître petit à petit. Donc ça, c'est le 4e état. Puis il y a des endroits où il n'y a pas de mur, pas de muret. En tout cas, il ne semble pas qu'il y ait eu à une époque des murets à cet endroit-là. Donc c'est 5 qu'on a, qui se répartissent le long de la rivière. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé là-dedans? On s'est dit, bon, ok, en termes de biodiversité, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a les terre-pleins. On s'est intéressé à différentes composantes. Alors, comme on fait toujours en écologie, on a fait un petit zoom. On a regardé la végétation qui était présente sur le terre-plein. Alors, c'est quand même c'est pas super intéressant. Donc, au bout du compte, il y a des résultats quand même. Ce qu'on appelle le benthos, donc c'est tous les bivalves, etc., qui sont dans la vase. Donc on a regardé ça à proximité du mur. Et puis dans le mur, on s'est dit, bon, il y a des bestioles qui vivent là-dedans, comment on fait? On fait la bibliographie, il n'y a rien, personne ne nous dit comment faire, ou surtout qui sont immergés par la marée quand même, certaines parties du temps. Et donc on a fait des protocoles d'aspiration, comme on fait. Donc aspiration à la bouche, on a un petit tube, on aspire, et puis on utilise des aspirateurs, des souffleurs à feuilles inversés. Et on a adapté le matériel, on a inventé une méthodologie pour essayer de récupérer tout ce qu'il y avait là-dedans. Donc voilà, travail de terrain, typique en écologie. Alors, très vite, des résultats synthétisés. Alors, il y a plein de résultats un peu plus précis. Je précise quand même qu'on est vraiment dans une étude exploratoire, parce qu'on partait de rien, et on est plus une étude exploratoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que dans les murs en état, au niveau des murs en état, il y a des arthropodes, donc des insectes, des myriapodes, enfin, je veux dire arthropodes, il y a différentes familles. Dans le benthos, c'est pas mal. Dans la vase, c'est très bien aussi. Puis au-dessus, on a plutôt une végétation, on va dire, intéressante et diversifiée. Dans les murs moyennement restaurés, c'est pareil. Il y a beaucoup de fissures, donc des arthropodes diversifiés, nombreux et diversifiés. La faune benthique, ne me demandez pas pourquoi, il n'y avait pas grand-chose. Et puis végétation aussi très bien. Bon, les murs consolidés, bien tout propres, voilà. Vous voyez, deux petits moins, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Les murs écroulés, on retrouve des arthropodes et 2 autres composantes moins intéressantes. Et pas de murs, bien évidemment pas d'arthropodes des murs vu qu'il n'y a pas de murs. Et une végétation spontanée, naturelle, donc intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et à partir de là, on a développé un peu une approche, un peu prendre du recul. Parce qu'après tout, l'idée, c'est de faire de la prospective, de dire qu'est-ce qu'on fait de ça. Alors oui, j'aurais pu faire apparaître les choses petit à petit, mais du voilà, on y va flash. Alors ici, ce qu'on regarde, donc en vert, en gros, c'est plutôt bien. Et nous, ma spécialité à la base, c'est la restauration écologique, c'est-à-dire la restauration des écosystèmes. Et donc je me suis placé dans cette perspective-là. Et en restauration écologique, la première chose, c'est de se fixer un objectif. Qu'est-ce qu'on pense qui devrait être restauré à cet endroit-là? C'est ce qu'on appelle la référence. Voilà. Là, en fait, on a 2 références, parce qu'on a un double patrimoine.
On a une référence peut-être patrimoniale, donc ce mur, ces murets, avec toute l'histoire qui est derrière de construction, donc c'est quelque part ce qui serait recherché. Et puis la référence écologique, c'est-à-dire le milieu naturel, parce que ces murs, c'est aussi une dégradation du milieu. Donc s'il y avait, d'un point de vue patrimoine naturel, la référence, c'est sans mur. Et pourtant, entre les deux, on a quoi? C'est-à-dire qu'on a ce qui peut apparaître, alors de la restauration patrimoniale, j'ai mis un point d'interrogation, parce qu'a priori, c'est quand même, d'après les collègues, c'est pas super, ce bitume, mais et puis l'effondrement du mur, pour nous écologues, en fait, c'est la restauration écologique. C'est-à-dire que c'est le milieu naturel qui retrouve ses droits. Je ne vais pas dire c'est mieux, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Ça fait partie d'un processus de restauration écologique. Et en fait, on voit que ces différents états, ils ont des intérêts. Ils sont liés à une biodiversité. La référence patrimoniale, alors ce n'est pas un milieu naturel, mais quelque part, elle peut nous servir de référence écologique parce que c'est favorable à un certain type d'espèces, etc. Oh, je suis trop rapide. J'ai plein de temps, je vais ralentir. Pour nous, en écologues, en fait, ces murets, c'est quoi? C'est des habitats artificiels. En fait, c'est la création d'habitats, quelque chose qui va ressembler à des fausses falaises et qui a son intérêt d'un point de vue écologique. C'est un peu comme les récifs. On a des gros débats actuellement, les récifs artificiels en mer. C'est pas de la restauration, c'est de la création d'habitats. C'est qu'on amène une faune, une flore à un endroit où, quelque part, elle est intéressante, mais elle ne devrait pas être là. Donc c'est tous les paradoxes en écologie en termes de biodiversité. La restauration qui, a priori, est intermédiaire sur les murets, donc d'un point de vue, elle garde cet intérêt écologique, la faune reste présente. Le bintôt, c'est un peu différent, mais ça reste un état qui, d'un point de vue écologique, on a aussi une combinaison patrimoine naturel, biodiversité, patrimoine bâti. Ensuite, on a notre référence, on aime bien ça. Et puis, cet effondrement du mur, alors c'est le gain, on retrouve un patrimoine naturel, on retrouve la biodiversité, mais c'est aussi une perte du patrimoine bâti. Alors pourquoi c'est riche? C'est riche parce que, en fait, c'est un milieu en transition. On passe d'un état à l'autre, on passe d'un état avec une faune typique des murs vers une faune sans doute qui va devenir typique du milieu naturel. Et il y a toujours des phases, dans ce cas-là, ça se croise, donc c'est encore plus riche. Mais c'est transitoire, ça va disparaître. Donc c'est un habitat transitoire. Donc on peut, à partir de là, se poser beaucoup de questions entre restauration écologique, restauration du patrimoine bâti, quand est-ce que c'est compatible, quel choix on fait. Ici, on peut avoir des choix qui sont intéressants des deux côtés. Et à partir de là, ça amène beaucoup de questions sur par le petit bout de la lorgnette des murets des terre-pleins ostréicoles du Bonneau. En fait, ça pose énormément de questions et ça renvoie à toutes ces questions sur la compatibilité, la compatibilité des patrimoines, mais les intérêts patrimoniaux croisés. Et on pourra l'étendre à d'autres sujets, et d'ailleurs, c'était déjà le cas quand j'ai travaillé sur les alignements de Carnac, et quand je travaille toujours, c'est la combinaison, ce sont des patrimoines. Et il n'y a pas besoin que l'UNESCO dise que c'est du patrimoine, on sait que c'est du patrimoine. Voilà, au passage. Du coup, non, il me reste 15 secondes, donc je vais passer. Ça, c'est juste le lien aussi entre le moulin du Berneau et l'évolution du milieu, mais ça, c'était diapo de réserve, vous voyez, donc je vais la passer. Bien, merci beaucoup. Attention, ça va sonner. Voilà. Parfait. Alors, je vais vous poser à tous les deux la même question qu'à vos collègues. Donc, c'est comment intégrer toute cette connaissance dans la décision publique et comment passer à l'action? Je vais donner mon point de vue. Comment je vais dire, moi, c'est pas mon problème. Non, le rôle, moi, je suis assez clair là-dessus. Je suis écologue, je fais des constats sur ce milieu, sur d'autres choses. Le faire intégrer, c'est le fournir, le rendre compréhensible, j'aime pas trop ce que ça fait très, mais le partager avec, je dirais, les décideurs. Et les décideurs qui vont recevoir des informations sur le patrimoine naturel,
qui vont avoir des points juridiques, qui vont avoir des informations sur le patrimoine bâti, sur les activités économiques, sur les usages. Et puis, ma réponse toujours, c'est le boulot des élus. Et donc, c'est le boulot difficile des élus de faire le croisement entre tout ça et de prendre des décisions. Mais nous, faites toujours attention à ne jamais... Parfois, on nous demande de venir quelque part plaider une cause ou quelque chose. C'est toujours un refus. Au pire, on vient présenter nos résultats, mais on ne commentera pas la décision. Ou alors, les collègues sociologues ou ethnos analyseront le processus de décision, mais toujours en étant de l'extérieur. Ce qui n'empêche pas que dans d'autres cadres, moi j'ai été élu à une époque, voilà, mais si je suis là en tant qu'expert, je reste dans ce domaine, mais le plus possible, c'est de participer à l'acquisition de la connaissance, la transmettre, et puis voilà, mais mon travail s'arrête là. Et donc, pour poursuivre dans la même lignée, en fait, c'est surtout d'affiner l'apport de connaissances et aussi les méthodes adaptées qui n'existent pas forcément. Je parlais tout à l'heure donc de l'immersion et des paysages immergés. C'est vrai que c'est un sujet qui est émergent, j'allais dire, dans le droit et dans les méthodes. Hein. La méthode d'Atlas des paysages qui a été remaniée et qui est ressortie l'année dernière par le ministère, pour la première fois, fait mention des paysages sous-marins. Les observatoires photographiques du paysage, qui sont un outil qui existe depuis les années 90, commencent à investir en fait cette notion d'immersion partielle ou fréquente. Hein. Le PNR avait été pilote sur ces sujets-là, avec déjà plusieurs séries de son observatoire photo sur des pas de temps de 15 minutes pour montrer justement le paysage de l'estran et comment ça faisait partie vraiment intégrante de ce rythme des marées et d'alternance émergée-immergée des paysages du Golfe. Donc c'est surtout donner des méthodes, donner des outils et les mettre en place, évidemment. C'est ce qu'on fait notamment là aussi actuellement avec tout un travail sur les atlas de paysages sous-marins, comment proposer des méthodes d'atlas de paysages sous-marins pour pouvoir, là encore, comme tu disais, faire importer à connaissance qui puisse éclairer la décision, et y compris sur des sujets où on a souvent les retours, mais oui, mais ça, c'est subjectif, hein, voilà, le paysage, c'est subjectif, les valeurs, c'est subjectif, etc. Certes, c'est vrai, mais comment notre travail peut permettre de l'objectiver et donc de donner des points d'ancrage pour comprendre ces différentes subjectivités et permettre justement de les travailler en fait pour une aide à la décision. Quand je dis transfert de connaissances, c'est pas transfert des inventaires, il y a tel bestial. Hein. C'est pas la connaissance naturaliste, parce que souvent on réduit les aspects scientifiques en écologie aux inventaires, et c'est en fait aussi la transmission de tous les processus, de faire comprendre les processus, la complexité et les outils d'évaluation. Et c'est pour ça, par exemple, que sur un sujet qui est proche, hein, qui est celui de la restauration des marais littoraux, dans quelques semaines, on va sortir un guide d'aide à la décision, qui n'est pas un catalogue, qui n'est pas une recette, mais qui donne tous les éléments à prendre en compte, les résultats de nos études, les différents outils qui sont à disposition, y compris des outils de synthèse, tout ce qui est roue de rétablissement, etc. C'est quelque chose qui sont importants pour nous, les outils de concertation et des points d'attention particuliers. Et effectivement, c'est aussi la complexité des choses qu'on doit transmettre. Et voilà, c'est pas simplement la connaissance naturaliste, c'est qu'un petit élément de l'ensemble. Merci beaucoup pour toutes vos réponses qui se complètent plutôt bien. Nous allons enchaîner avec Nicolas. Nous allons déborder un petit peu jusqu'à 13h15. Bonjour à toutes et tous. Bon, l'intérêt du propos, j'ai compris, ça sera qu'il soit bref. Bon, on va s'y employer. Alors, je voudrais tout d'abord dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos introductifs
et notamment Monsieur Le Guernevet, qui nous a dit qu'il ne fallait pas voir les différentes procédures administratives, les différentes institutions comme un millefeuille. Et au contraire, il a expliqué qu'il y avait une symbiose entre tous ces outils qui allaient permettre de mieux protéger le patrimoine. Et j'étais très sensible à cela. J'ai été aussi sensible à la vidéo que l'on a vue sur l'ostréiculture, avec un monsieur qui a parlé de traces à de multiples reprises, des traces. Et ça m'a rappelé le discours de François Chappé, qui justement expliquait que c'est avec les traces que peut-être on allait faire du patrimoine, mais pas sûr. Voilà, c'est le passage des traces au patrimoine qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, dans ce projet Estran, moi je suis du laboratoire Amur, donc un laboratoire d'économie et de droit. Dans ce projet Estran, la question que je me suis posée avec les étudiants qui ont participé, c'était que peuvent les collectivités publiques et leurs groupements en matière de patrimoine maritime, et précisément face au changement climatique. Alors qu'est-ce qui a été mis en place? D'abord, un stage avec 3 étudiantes du master droit des espaces et des activités maritimes dans un premier temps, et elles ont fait aussi un inventaire, mais concernant les instruments juridiques. Donc elles ont fait un inventaire qui a débouché sur des fiches, et elles avaient choisi 3 morceaux, si vous voulez, 3 domaines. Et c'est assez représentatif du fait qu'en droit, les choses sont quand même en silo, notamment à cause d'un principe d'indépendance des législations. Et les 3 domaines, c'était la protection face aux risques, donc la protection et donc tout ce qui concernait les changements climatiques, la protection, les instruments de protection du patrimoine naturel et culturel. Ils sont très très nombreux. Et puis, le 3e morceau qu'elles avaient choisi, c'était les outils de protection du domaine public maritime. Ensuite, il y a et donc des fiches pour expliquer tout cela. Et puis ensuite, en 2024, il y a eu le stage d'Inatea Bambridge, qui était non pas étudiante de l'UBO, mais étudiante de l'UBS. Et elle a travaillé sur plusieurs choses. Elle a travaillé sur la cartographie des acteurs, puisqu'on a vu qu'il y avait de très nombreux acteurs publics, essentiellement. Ensuite, elle a travaillé sur un focus sur les instruments de planification, les SCOT, principalement, un petit peu aussi, parce que c'est particulier ici, le schéma de mise en valeur de la mer. Et puis, elle avait aussi réalisé quelques interviews auprès, principalement, d'ACTA. Et donc, de cela ressort une analyse des SCOT et de la prise en compte du patrimoine par les SCOT. Et ce qui ressortait, c'est que le patrimoine, il est bien étudié au début, dans le rapport de présentation. Il y a vraiment beaucoup de choses, patrimoine, paysage, c'est très travaillé, très connu. Et puis, quand on arrive dans le dur, dans le document d'orientation et d'objectifs, dans le DO, là, disons que les orientations sur le patrimoine sont un petit peu moins concrètes. Et quand elles sont là, elles sont surtout pour le tourisme, en quelque sorte. C'est le thème patrimoine est rattaché au thème tourisme. C'était ce qui était ressorti de son travail. Alors, au point où on en est maintenant de ces études, dans le cadre du projet Estran, qu'est-ce que... je vais pas, on va économiser du temps, je vais dire tout simplement ce que je retiens d'important pour la protection du patrimoine, précisément littoral. En gros, la protection du littoral passe beaucoup par le droit de l'urbanisme et par les documents d'urbanisme, par les SCOT et les PLU. Parce que les SCOT portent l'application de la loi littorale et que c'est à travers la loi littorale qu'on peut protéger le patrimoine naturel et culturel, et que le SCOT et PLU
sont des outils pour protéger le patrimoine en général, si ceux qui le rédigent ont envie de protéger ce patrimoine. Donc je pense que c'est vraiment des outils transversaux. Et pourquoi justement ces outils de planification? Quel est leur intérêt? Surtout au niveau du SCOT, le PLU aussi, mais surtout au niveau du SCOT. Mais la première chose, c'est que le SCOT, il produit une stratégie. Donc c'est quand même vraiment intéressant d'avoir à un moment donné les élus, en l'occurrence, qui nous disent voilà notre vision pour le territoire, et donc on peut faire ça en matière de patrimoine. Voilà notre vision pour le territoire en matière de patrimoine. Donc l'expression d'une stratégie. Et cette stratégie, elle peut être fondée, en théorie elle est fondée, mais elle peut être fondée sur la connaissance. Parce que dans un document de planification, il y a toujours un moment d'état des lieux. Il y a toujours un moment où on produit de la connaissance du territoire, et c'est à partir de là qu'on va élaborer la stratégie. Donc la planification, moyen de stratégie, moyen de connaissance, et puis parce qu'il y a beaucoup de procédures administratives qui vont en ce sens, c'est un moyen de concertation. Donc l'élaboration du SCOT, c'est un moment, parce que la législation le prévoit, où il peut y avoir de la concertation, beaucoup de concertation. La question après qui se pose derrière, c'est comment cela est-il mis en œuvre? Quelle est la qualité de cette concertation? Dans quelle mesure, par exemple, les associations de patrimoine sont associées au processus? Donc voilà quelques éléments sur ce thème de la planification. Et puis, en conclusion, moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que j'ai un énorme plaisir à participer au conseil scientifique du parc naturel régional du golfe du Morbihan, et parce que c'est un outil justement formidable qui permet la concertation, le travail transversal, et qui permet de faire avancer ce thème du patrimoine. Merci. Merci Nicolas. Et nous enchaînons avec Jean de Pourceux. Oui, voilà, donc moi je vais terminer. Voilà, si tu peux passer là-dessus. Ah oui, c'est là, oui. Ouais. Voilà, sur la construction de l'action publique. Alors, je vais déjà expliquer pourquoi je suis là. Effectivement, vous pouvez vous demander pourquoi un économiste travaille sur le patrimoine et sur ce projet. En fait, moi, je suis économiste des institutions et on s'intéresse à la façon dont on se met d'accord pour gérer ensemble des biens communs. Donc voilà, on est un peu loin de la problématique des marchés, des prix, etc. Comment on se met d'accord? Alors là, on est en plein dans le sujet, puisque les biens qui font partie du patrimoine maritime bâti, très généralement, il faut travailler ensemble. On s'aperçoit que l'essentiel de l'action publique, elle est constituée... Alors, quand je parle d'action publique, dans nos domaines, l'action publique, ce n'est pas l'action des pouvoirs publics. L'action publique, c'est une action qui, très généralement, est composée de contributions privées, de contributions publiques, de contributions citoyennes. Et donc, c'est ces gens-là qui font l'action publique. Et l'action publique, on parle d'action publique à partir du moment où on est dans un espace public où les citoyens peuvent exprimer leurs préférences et on fait référence à un bien commun. Alors, ces actions publiques, on s'est aperçu dès le début du projet que la majorité de l'action de conservation, c'est de l'action publique composée de contributions publiques et privées. Première chose. Et deuxième chose, dans ces actions publiques, un enjeu majeur, c'est de se mettre d'accord. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à partir du moment où on est sur le domaine public maritime, par exemple, on se retrouve dans des situations où le moulin à marée, il a perdu son usage, il faudrait le démolir. Oui, mais il y a des gens qui veulent le conserver. Donc, à partir d'un certain moment, il faut arriver à trouver un accord un peu dans les interstices de la loi. Et ça, c'est l'un des enjeux centraux. Donc, c'est à ce titre-là que moi, ça m'intéresse beaucoup. Comment on se met d'accord? Alors, comment on a fait? En fait, on a travaillé donc avec Juliette. Elle a commencé par faire un inventaire dans 7 communes. Il y a 7 communes qui ont répondu. Donc, elle a essayé d'inventorier ces actions de conservation du patrimoine maritime bâti. Elle en a trouvé 31 qui ont été catégorisées. Donc, dans seulement 7 communes, on a 22 communes littorales. Donc, ça veut dire que globalement, on a beaucoup d'actions disparates, dispersées, très peu visibles, peu soutenues, il faut le dire.
voilà, on est très loin de l'action voilà, sur du gros patrimoine monumental. Hein. On fait avec ce qu'on a. Et parmi ces 31, donc je vais rapidement, je ne vais pas vous expliquer comment on a échantillonné, mais on en a choisi 10 pour les étudier. Et pour étudier la façon dont elles se construisent et la façon dont elles se pérennisent ou non. Et il faut bien rajouter le ou non, puisque en réalité, elles vont se heurter à un certain nombre d'obstacles. Et là, on va avoir des conséquences opérationnelles, parce que effectivement, un enjeu, ça va être de savoir comment on peut les aider à se consolider. Alors, je vais vous donner, voilà, je passe sur le détail, mais je vais vous donner un certain nombre de quelques résultats. Première chose, qui prend l'initiative et pourquoi ? On s'aperçoit que l'initiative, elle est très souvent personnelle. Hein. Même quand ce sont des acteurs publics, des organisations publiques, c'est un élu qui a l'idée, qui pousse cette idée, c'est un agent. Et parfois, bon, dans les deux cas qui sont en haut, c'est une personne qui a voilà, porté une volonté. Alors ces personnes, elles vont, quand c'est des citoyens, c'est des gens qui vont créer par la suite une association qui va porter l'action. Voilà, on a soit de l'initiative citoyenne, soit de l'initiative de collectivité. Donc là, la digue du Brenegui, c'est plutôt la collectivité. L'ensemble portuaire de Tiana, c'est plutôt une collectivité. Et ça se répartit assez bien. Donc attention à penser que c'est forcément de l'initiative publique. C'est beaucoup... Voilà, l'action, elle est parfois d'initiative privée et vraiment portée par des acteurs citoyens. Ce qui constitue un élément très important de la motivation, c'est l'usage. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on va faire de ces... Voilà, l'usage, on parlait de changement d'usage ce matin, le changement d'usage, il est malheureusement un peu... Malheureusement ou heureusement, hein, mais il est vraiment à l'ordre du jour. Quel usage on va faire ? Et par exemple, voilà, le Tiana, on a parlé de bar-musée, musée-bar, il y a des priorités différentes qui ont été établies. Mais c'est une source de motivation importante. Une chose très importante qu'il en ressort, c'est qu'on ne prend pas l'initiative seulement pour le patrimoine bâti maritime. On s'aperçoit que, par exemple, sur la tour de Ténéraux, l'un des initiateurs me disait, voilà, le chemin, l'accès, c'est merveilleux, ça participe du mystère du lieu, donc c'est patrimoine bâti et patrimoine naturel. Parfois, c'est très lié à un patrimoine culturel immatériel aussi, que ce soit par exemple à Saint-Philibert sur la Maison Feu, l'histoire d'Anna Lebaille, ou que ce soit par exemple dans d'autres cas sur des savoir-faire, meunier pour un moulin, voilà, de veille pour le sémaphore, etc. Donc ça conforte ce qui a été dit ce matin. Les politiques publiques sont parfois très cloisonnées, mais par contre, l'action publique, elle est vraiment basée sur l'imbrication de tous ces patrimoines. Alors, ensuite, comment l'action se développe ? Je vais vous prendre un peu l'exemple de cette petite cabane de l'Angle, là. En fait, dans tous les cas, hein, et c'est ça l'intérêt de l'approche comparative, c'est que dans tous les cas, on retrouve la même démarche, c'est-à-dire que peut-être qu'on a un initiateur au début, mais après, il faut constituer un réseau autour de cette action. On ne peut pas agir seul. Et on va aller chercher, en fait, des collaborations. Et c'est ça qui va faire que l'action, elle va fonctionner ou pas. C'est voilà, le savoir-faire dans la construction de ce réseau. Donc, par exemple, la cabane de l'Angle, voilà, c'est une petite cabane ostréicole, comme il en existe beaucoup. On a des jeunes qui investissent cette cabane, un jeune architecte étudiant qui finit par élaborer un projet de restauration, qui va aller contacter le PNR, qui va contacter la commune. Et puis ensuite, progressivement, va se constituer un réseau. J'ai très peu de temps, donc je vous résume, hein, un réseau composite, mais avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes langages. Hein. L'État, à différents niveaux, le ministère de la Culture qui va finir par financer, la DDTM, voilà, il y a aussi les ostréiculteurs, le CRC qui va intervenir à un moment, etc. etc. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à composer un réseau. Et cette démarche de constitution de réseau, elle est toujours parsemée d'obstacles qui sont des controverses. Toujours, toujours. Les controverses, elles portent sur quoi ? Elles portent sur les objectifs.
Voilà, il faut arriver à avoir un objectif commun. Elle porte sur la répartition des tâches, qui va faire quoi. Elle porte sur l'usage, quel usage va être autorisé, quel usage est considéré compatible avec la valeur patrimoniale. Elle porte, alors je vais en oublier, mais c'est pas grave. Voilà, on a toutes ces controverses qui vont jalonner le processus, et ce qui va faire que l'action va se pérenniser, c'est le fait que l'on arrive à surmonter ces controverses et qu'on arrive finalement à construire un accord en partant de positions figées au départ, et puis on va trouver des formes de compromis. Et les formes de compromis, parfois, elles sont, et alors excusez-moi de le dire et de revenir là-dessus, mais elles se situent vraiment dans les interstices de la loi. Par exemple, dans le cas de cette cabane, voilà, normalement, elle devrait être détruite, c'est la doctrine publique. Eh bien, on va la garder, mais il n'y aura pas d'usage, donc on va trouver un accord sur un non-usage, une non-utilisation, une forme de non-animation du site. Voilà. Alors, je n'ai pas le temps de détailler. Sur les terre-pleins du Bonneau et les cabanes ostréicoles, là aussi, on va trouver un accord ad hoc qui est vraiment construit par les acteurs qui sont présents. Alors c'est là où moi, en tant que économiste qui travaille sur la concertation, je trouve ça particulièrement intéressant. Mais sur quels usages sont permis, on a une délégation à des personnes qui vont occuper ces cabanes. Et il s'agit vraiment de construire cet accord et de dépasser les clivages sectoriels. Et d'arriver à se construire un langage commun. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on doit passer par un énoncé commun à un moment, un point de passage obligé qui permet en fait au projet de se stabiliser. Alors une dernière chose que je voulais dire, c'est que cet accord, il n'est jamais définitif. Et c'est là où parfois on fait l'erreur de penser que on se met d'accord et puis c'est bon, et ça va durer éternellement, mais non. Dans ces deux cas, par exemple, que ce soit le moulin à marée du Bernot ou la tour de Ténéraux, à un moment, il y a une lassitude, il y a des associations qui souhaitent se désengager. Il y a une lassitude parce que certains, il y a l'âge des leaders associatifs, et puis il y a aussi une lassitude de contraintes administratives, d'obstacles, de contradictions. Alors, chose que je n'ai pas dite, c'est parfois il y a beaucoup de contradictions, y compris entre les services publics de l'État, qui avancent des priorités différentes. Et voilà, et on veut se désengager, et à ce moment-là, il faut procéder, il faut renégocier. Il faut procéder à ce qu'on appelle une reproblématisation, remettre sur la table les choses pour se reconstruire de nouveaux objectifs. C'est ce qui a été fait dans le cas du moulin du Bernot. C'est un peu plus compliqué, me semble-t-il, dans le cas de la tour de Ténéraux. Et la capacité que l'on a à remettre les choses sur la table, c'est ça qui assurera la pérennité de l'action. Voilà. Merci beaucoup Jean-Eudes. Nicolas, Jean-Eudes, je ne vais pas vous poser la même question qu'à vos collègues, car vous donnez déjà, je trouve, pas mal d'éléments de réponse concernant ce passage à l'action, dont Nicolas, notamment en ce qui concerne les documents de planification, PLU, PLUI, SCOT, comment s'en servir comme outil, et Jean-Eudes, dans ton analyse des mobilisations, des démobilisations. Comme le repas est servi, pour pas qu'il refroidisse, on vous propose de conclure cette table ronde. Merci encore à vous ici sur la table et à vous également pour vos interventions et vos questions. Et pour conclure, une dernière petite vidéo, donc cette fois-ci autour de la tour de Ténéraux, donc un des sites qui a été étudié par Jean-Eudes. Merci à vous. Alors on est sur la commune de Séné, sur l'île de Boued. Et derrière nous, il y a une tour qui a été construite dans fin 19e, qui était une tour. Alors l'histoire en fait est un peu divergente. Il y a des gens qui disent que c'était pour protéger le sel, pour vérifier que le sel était bien reversé, ou pour le tabac, puisqu'il y avait des trafics de tabac qui avaient lieu sur le place. Alors cette tour avait des caractéristiques, elle n'était pas la seule.
Il y en avait plusieurs sur le golfe. C'est la dernière qui reste. Et dans les années 2000, le toit n'existait plus. Et un navigateur, en passant tout près, a dit il faut faire quelque chose. Et il a créé une association pour pouvoir la restaurer. Une vingtaine de bénévoles se sont attachés à refaire la toiture, refaire les murs, refaire les enduits, refaire les planchers, rendre cette tour vivable comme elle l'était avant. Le but, c'était d'abord de sauvegarder un patrimoine local, et de sauvegarder également un passé, une histoire qu'on nous avait laissée et qu'on voulait transmettre à nos héritiers futurs. Que cette tour puisse vivre, que les gens qui voulaient passer une semaine de groupe de lecture, groupe de peinture, groupe de yoga, enfin, que ça puisse vivre, etc. Sauf que malheureusement, on a une interdiction de coucher dans cette tour. Donc c'est difficile de faire des stages, car c'est séparé quand même de l'île de Boued déjà par les marées. Et Boued est lui-même séparé du continent. Outre les 20 minutes qu'il faut pour passer, on est limité par le temps de la marée. Donc si on veut faire un stage, c'est 3 heures de stage pratiquement dans la journée, et puis retourner sur le continent. Donc c'est difficile à faire vivre. Il faudrait que les autorités viennent autoriser à dormir dans cette tour, permettent d'avoir par exemple des WC chimiques à l'intérieur pour qu'il y ait une vie et que le travail qui a été fait pour sauvegarder cette tour ne soit pas un travail inutile. La tour tient, elle tiendra encore des années et des années, mais si on veut qu'elle vive, il faut qu'on trouve une autre activité et qu'on lui trouve quelque chose d'affectif pour les gens de la commune, pour les gens qui veulent s'investir dans cette tour, car s'investir pour rien, il n'y aura personne. C'est une tour qui, dans quelques années, retombera dans l'état où elle était avant que l'association de Ténéraux vienne la sauver. Alors, pour les personnes ayant réservé un repas, ça se passera à la passerelle. Donc, c'est juste l'espace au-dessus. Vous pouviez accéder en montant en haut de la salle et ensuite aller sur la gauche ou via le hall principal. Et rendez-vous à 14h pour le début, pour la suite des tables rondes. Merci.